Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny et Geneviève pour la chaîne des Deux Pions. aujourd'hui je suis avec mon amie Geneviève pour vous présenter le jeu tout nouveau tout chaud Tidal Blade 2 Rise of the Unfolder qui est un Kickstarter que j'ai reçu, donc il va se retrouver dans les prochaines semaines dans les magasins. Tidal Blade 2 peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Chaque scénario dure environ de 60 à 120 minutes. Il a été conçu par Ben et Tim Heisner. Il a été illustré par Lina Cossette et David Forêt. Nos amis Mr. Collingdon de la Mauricie qui ont aussi dessiné Unfair juste ici et très dernièrement Survive the Island en 2024 ainsi que le très populaire Brass, les deux versions. Il a été publié par Druid City Game. Ouais. Ultimement, dans Tidal Blade, c'est un jeu de campagne où à travers 18 scénarios, on va incarner un personnage du Tidal Blade 1. Dans mon cas, j'avais Sagashi et toi? Echo. Oui, Echo est très populaire aussi. Et, il est trop cute. Oui, il est vraiment cute. C'est un Axolot? Comment on appelle ça? Axolot, exactement. Donc, on va se promener à travers des scénarios. On va ultimement combattre des monstres ainsi que des boss qui vont être à travers nos scénarios. On va avoir des choix moraux, on va faire des découvertes et ultimement protéger les terres de Navirie. Absolument. À chaque tour, il faut choisir certaines cartes qui nous permettent soit d'avancer, d'attaquer, donc selon où est-ce qu'on est rendu, selon la stratégie qu'on veut utiliser, plusieurs possibilités. Oui, et aussi de guérir. C'est oui, très important. Donc maintenant, Super Danny vous explique les règles. Alors, on se retrouve pour les explications des règles de Tidal Blade 2. Pour commencer, je vais expliquer le matériel et ensuite, lorsque je vais avoir tout expliqué le matériel et à quoi qu'il sert, je vais commencer à expliquer les règles. Donc, prenez votre temps, asseyez-vous convenablement. Il y a quand même pas mal de matériel dans ce jeu. Vous voyez que je me suis étendu partout sur la table car il y a pas mal de matériel, mais on va y aller lentement. On va commencer par la création des personnages. Vous avez le choix d'un des 6 personnages que je vous montre à l'écran, soit Dust, Cayman, Echo, Croback, Axel et Sagashi. Donc, ce qu'on va avoir besoin pour la création de notre personnage, c'est très simple, je vous le montre à l'écran. Premièrement, on a besoin d'une grille de Nexus, d'un plateau de joueurs, un marqueur de trait pour notre synergie, notre esprit, notre focus et notre résilience. On a aussi des petits marqueurs blancs qui servent à bloquer le maximum qu'on peut atteindre. On va avoir besoin de notre jeton d'initiative. Finalement, on va avoir besoin de la feuille de notre héros qui est recto verso que je vais vous montrer dans un instant. Et on va prendre les cartes de notre héros. Attention toutefois, vous allez voir dans la boîte, il y a beaucoup de cartes. Il y a seulement quelques cartes qui vont être nos cartes de héros pour commencer la partie. Et plus on va avancer au cours de la campagne, on va être dans la possibilité de rajouter des cartes à notre paquet. Les ressources principales dans le jeu sont les fruits et les coquillages. Mais attention, les coquillages peuvent être rechargés entre les tours pour venir s'installer dans le Quantum qui va nous permettre de faire des habiletés spectaculaires. Maintenant, je vais prendre le temps de vous expliquer la feuille de notre héros. D'un côté, on a la piste de fame, qu'on appellerait en français la piste de renommée. Lorsqu'on va faire des bonnes actions pendant le jeu, on va pouvoir gagner de la renommée qui vont nous permettre principalement de débloquer des cartes. On va passer de bronze à argent et ensuite d'argent à or, ce qui vont nous amener des nouvelles habiletés qu'on va pouvoir mettre à nos personnages. C'est aussi sur cette feuille qu'on va pouvoir stocker le nombre d'expériences de notre personnage ainsi que le nombre de fruits. À quoi servent les fruits? Eh bien, pendant le scénario, les fruits servent à guérir 2 points de vie, mais lorsqu'on est hors du scénario, ça devient une monnaie d'échange dans le village de Navirie pour obtenir des ressources et des cartes, évidemment. De l'autre côté de la feuille, toutefois, il y a beaucoup d'informations. Donc, on a l'avancement, le path advancement en anglais. Donc, en français, on dirait le chemin d'avancement. Si on regarde ici sur Sagashi, on voit une piste de sérénité et une piste de madness. C'est très simple. À chaque début de scénario, on va prendre une carte chemin qu'on va mettre sur notre plateau au hasard. Et pendant le scénario, on va devoir réussir des objectifs dans le but d'augmenter sur la piste. Si on réussit un des 2 objectifs, on va pouvoir monter de 3 cercles sur une piste. Et si on réussit les 2, on va monter sur une des 2 pistes de 3.
et sur la seconde de 1. Évidemment, lorsqu'on va monter sur une des deux pistes, on va pouvoir obtenir des nouvelles cartes, obtenir des crochets, soit des crochets dans des carrés ou soit des crochets dans des losanges. Ces carrés ou losanges vont pouvoir nous donner des habiletés, des skills qui sont marqués juste ici, qui vont nous permettre d'être plus agiles et meilleurs au combat, évidemment. Et finalement, on a la piste des traits avec la synergie, le spirit, le focus et la résilience. Je vais prendre le temps de les expliquer. Donc la piste de synergie permet d'augmenter le nombre d'emplacements où est-ce qu'on peut mettre des upgrades de quantum. Ça, c'est lorsqu'on va faire des actions défensives, on va obtenir des coquillages. Et si on ne se fait pas attaquer et que les coquillages ne sont pas utilisés pour bloquer, ils vont être transférés dans le quantum qui va pouvoir avoir une synergie et activer des items sur notre personnage qui sont souvent très puissantes. On peut dire un peu que c'est le trait magique d'un personnage. Maintenant, le spirit, c'est très simple. Chacun des points de spirit nous permet d'avoir un mouvement supplémentaire ou d'activer une cascade sur une de nos cartes jouées. Le focus nous permet de faire deux choses. La première est une action de scan, c'est-à-dire qu'on va piger des cartes et on va pouvoir en défausser. Donc, ça nous permet d'essayer d'aller chercher une carte qu'on aurait vraiment besoin. Et le deuxième, qui est quand même assez important, le focus nous permet, lorsqu'on lance des dés, d'aller chercher en termes de dégâts les symboles focus. Donc sur les dés, il y a des symboles de dégâts et si on a des focus sur un dé, puis il y a même des dés qui ont plusieurs symboles de focus, en payant un point de focus, on peut faire des dégâts avec les symboles sur un seul dé par symbole de focus. Et finalement, la résilience est notre nombre de points de vie, mais attention, on n'a pas vraiment 7 points de vie comme qu'on voit ici sur Sagashi. Notre piste de points de vie va être à plusieurs niveaux, donc à 3 niveaux. Donc si on dit que j'ai 7 points de vie, en réalité j'en ai 21. Et si j'en ai 10, en réalité j'en aurais 30. Donc chaque point obtenu en résilience nous donne en réalité 3 points de vie. Donc grosso modo, ça fait le tour pour l'installation de notre personnage. Êtes-vous prêts à jouer? Installons le jeu! Avant tout, je vais faire une petite précision. S'il y en a qui n'aiment pas les spoilers, je vous invite à couper vers la fin du vidéo. Je vais vous le mentionner à quel moment, mais je vais montrer tout le matériel à la fin des règles complètement, juste avant notre avis. Vous allez voir, j'ai des figurines pré-wash en fin de compte qui ont beaucoup de détails. Donc, je vais vous montrer les figurines et le matériel de la version Deluxe à la fin des règles complètement. Donc, pour l'installation, c'est très simple. Vous allez sélectionner dans le rulebook, dans le livre des règles, le scénario où est-ce que vous êtes rendu. Il y a 3 livres de cartes, le livre A, B, C, que je peux vous montrer que j'ai juste ici à côté de moi. Le livre C est un petit livre en fin de compte qui se trouve comme ça et il y a toujours un segment de cartes sur le côté, juste ici. Comme ça que je vous montre à l'écran. Évidemment, pour le début de la campagne, on va prendre seulement le livre A et B et je vais vous montrer l'installation. C'est très simple. On va tourner de cette manière le livre et la deuxième ici. Dans les règles, ça va être écrit quel livre mettre avec lequel. Donc ici, c'est A2 avec B2. Je vais prendre le temps de vous le montrer. On voit ici une plateforme navale, si on peut dire, un quai, avec un toit. Et si je tourne ce livre, on voit l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est très, très bien fait. Les scénarios peuvent être évolutifs comme ça. Chaque joueur va prendre son plateau de joueurs et sa grille de Nexus. Et on va mettre 6 coquillages dans la zone en question, qui est la zone où est-ce que les coquillages ne sont pas chargés. Donc, en anglais, Uncharged Area. Ici, en bas, dans le cercle, on voit que c'est les boucliers. Donc, quand on a une action bouclier, je vais revenir dans une seconde, on va les descendre sur le côté. Et ici, sur le côté, on a le Quantum Réservoir avec 2 actions qui sont déjà imprimées. Voici un Quantum Upgrade. C'est un jeton. Je vais le mettre ici, juste par-dessus, pour vous montrer une 3e action, comment on pourrait la résoudre. Ensuite, on va prendre notre feuille de notre héros et on va regarder où sont nos points selon nos traits. Donc, on voit que Sagashi, ici, a un jeton blanc sur le 4, sur le 4 et sur le 8 en résilience. Donc, on va se remettre comme ça. Et il nous reste 3 jetons, soit le Spirit, le Focus et la Résilience,
qu'on va mettre à la moitié de notre valeur, mais avec la valeur round down, donc la plus basse des deux. Alors si c'est 3, la moitié étant 1.5, on va prendre 1. Donc je vais commencer le scénario avec 1 de spirit, 1 de focus, mais ma résilience, mes points de vie évidemment commencent au maximum, donc je commence à 7. Et comme qu'on peut voir, les points de vie vont descendre jusqu'à 0. Et ensuite, on va avoir une première blessure, on va être sur la deuxième ligne qui est plus bleue. Et la même chose, on va obtenir une deuxième blessure qui va nous amener sur la piste noire jusqu'à la fin. Et c'est à ce moment-là que notre personnage serait mort. Ensuite, on va prendre au hasard dans notre paquet une carte chemin qu'on va prendre et on va la placer ici où est-ce qu'on a notre but, notre goal. On dépose la carte sur notre plateau et on voit que la carte a deux côtés. On va aussi prendre deux jetons chemin qu'on va déposer proche de la carte. Les cartes vont être à deux côtés, le côté droit et gauche, et souvent avoir des chiffres qui vont obtenir des niveaux à chaque fois qu'on va réussir. Donc la première fois, on va mettre un jeton dessus. La deuxième fois, on va le descendre et on va avoir réussi l'objectif. On peut réussir les deux objectifs pendant un scénario. Ici, pour Sagashi, le côté gauche nous mentionne que je dois activer une carte ainsi que deux espaces directement imprimés sur le carton du Nexus. Et le côté droit mentionne que Sagashi doit prendre des dégâts à tous les rounds pendant 3 rounds durant le scénario. Donc on garde les jetons objectifs tout près ici. Ensuite on va regarder le livre du scénario et déposer les fruits à leur endroit respectif. On va faire de même pour les héros et souvent on va avoir plusieurs emplacements pour choisir où nos héros vont être déposés. Sur les feuilles de notre personnage, on voit qu'il y a une initiative de départ, donc Echo va débuter avec une initiative de 3 et Sagashi une initiative de 4. Donc ici, on a le tour d'initiative ainsi que le tour des rounds. On va prendre le marqueur noir qu'on va déposer sur le tour 1. Souvent, le maximum de tours qu'on pourrait faire pendant une game de Tidal Blade 2 est de 12. Donc c'est pour ça qu'on a un compteur jusqu'à 12. On avait dit qu'Echo commençait la partie avec 3 d'initiative, Sagashi avec 4 et l'adversaire, on a son jeton d'initiative qu'on va laisser. Justement, parlons-en des monstres. On a un paquet de cartes de monstres qui vont être inscrits dans la feuille du scénario. Ici, on a des tentacules d'Ebirus. Donc, on va prendre les 6 cartes. Donc, avec le monstre qui est des tentacules ici, on va avoir la carte de monstre qui va nous dire le nombre de points de vie d'un monstre standard et le nombre de points de vie d'une carte qui serait d'un personnage qui serait mutant. Le mutant, évidemment, va être plus puissant. On voit aussi son initiative de départ. Donc ici, les tentacules commencent avec 4. Je vais mettre le 4 juste en arrière de Sagashi parce que Sagashi s'était marqué un 4+, donc évidemment, il était devant. On voit aussi que les tentacules peuvent faire des attaques de 3 à 4 de distance et frapper de 2 à 3 dégâts. Donc si on regarde les 6 cartes, on voit très bien qu'il y a 2 cartes ici qui frappent de 3 dégâts. Et toutes celles-là frappent de 2. Et on voit aussi la distance. Ça peut être des attaques de 3 de distance, le petit carré mauve en dessous, ou de 4 de distance. On remarquera aussi sur les cartes une information très intéressante dans le coin supérieur à droite. On voit la modification d'initiative. Donc, je reviens dans un instant, mais à notre tour, on va sélectionner une carte qu'on va mettre sur notre plateau qui pourrait aussi changer notre initiative. La première chose qu'on va faire, on va modifier l'initiative. Donc, on voit que le monstre ici, il y a 2 cartes qui vont rester neutres à la même place. Il y a 2 cartes qui vont augmenter d'1 ou 2 et il y a 2 cartes qui vont descendre d'1 ou 2. Donc, à travers chacun des tours, les initiatives de tous les personnages vont changer, ce qui va faire qu'on ne sait pas vraiment à quel moment on va attaquer ou les monstres vont attaquer. Donc, on déplace la carte d'information du personnage juste ici à côté du plateau. Évidemment, il serait possible d'avoir plusieurs monstres dans un même scénario, ainsi que des boss. On brasse les 6 cartes et on les dépose juste ici à côté. On a placé sur le plateau les tentacules, donc ici il y en a 3. On va prendre des marqueurs. D'un côté il est marqué 10 et de l'autre côté il n'y a rien. Donc les tentacules ici ont 7 points de vie. Alors je vais mettre 7 points de vie comme ça. Et quand on va faire des dégâts aux créatures, on va simplement baisser le compteur jusqu'à temps qu'il atteigne 0. Et à ce moment-là, on va pouvoir retirer la créature du plateau. Et pendant que j'y suis, on a préparé un sac
avec des ressources à l'intérieur. Ce sont principalement des jetons que vous pouvez déposer au sol lorsque vous allez tuer un monstre. Et lorsque votre personnage va passer sur la case d'un jeton, il peut l'obtenir. Ces jetons ressources seront principalement des ressources d'esprit ou de focus ou des fruits que vous allez pouvoir stocker sur votre personnage qui vont pouvoir vous donner 2 points de vie lorsque vous allez utiliser ces fruits ou devenir une monnaie à la fin du scénario. Donc on est presque prêt à jouer. Maintenant on va prendre notre paquet de personnages et je vais vous montrer ici, on a des cartes spéciales qui ont un fond de la couleur du héros. On appelle ces cartes des Power Cards qui sont différentes des cartes conventionnelles. Lorsqu'on va débuter la partie, on doit prendre une de nos Power Cards et la déposer en plein centre de notre Nexus. Donc ici, je vais mettre celle-là. Je vais tout vous expliquer les icônes dans un instant. Mais sachez qu'il existe plusieurs types de Power Cards. Donc, dépendant du type de scénario, le choix de la carte puissance qu'on va déposer au centre de notre grille sera très importante. Et en plus, lorsqu'on va faire le développement de notre personnage, on peut choisir d'en garder certaines dans notre paquet et d'autres ne pourront pas être utilisées pendant le scénario si on en a trop. Donc, je vais les mettre juste ici à côté quand j'en ai trop. Et maintenant, un tour de Tidal Blade 2 est très simple. Il se résume en 6 étapes que je vais mettre juste ici à l'écran. La première étape est de regarder si on a des coquillages qui sont dans nos boucliers. Si c'est le cas, on va déplacer nos coquillages dans la section bouclier et on va l'emmener dans notre réservoir Quantum qui va nous permettre d'activer dans un tour subséquent les actions qui se trouvent dans notre réservoir. Ensuite, on va piéger 4 cartes de notre paquet de cartes qu'on dépose juste ici dans le Hero Deck. On voit qu'il y a un emplacement pour notre 10 cartes et un autre pour l'initiative. Donc la deuxième action va être de choisir une carte. Ici, je vais prendre la carte Let's Go Drew que je vais placer sur mon initiative juste ici. Lorsque tous les joueurs ont choisi leur carte initiative, on va la révéler, mais en suivant le compteur d'initiative juste ici. Donc, Echo serait le premier à jouer sa carte, suivi de Sagashi et puis des monstres. Considérant l'espace sur la table, je n'ai pas fait le personnage d'Echo. On va prendre pour acquis qu'elle avait -2 sur sa carte, donc elle descendrait son initiative à 5. Ensuite, ce serait au tour de Sagashi qui révélerait sa carte avec Let's Go Drew qui monte son initiative de 2. Donc, je passerai de 4 et je monterai à 2. Important, si Sagashi aurait baissé, il se serait retrouvé en dernier en arrière d'Echo. Et c'est la même chose en haut du plateau. Si quelqu'un vient à monter en haut complètement et qu'un autre le rejoint, il va être placé en arrière. Et finalement, on va tourner la carte des tentacules d'un des monstres, mais il aurait pu y avoir plusieurs monstres sur le compteur d'initiative. On va tourner la carte pour voir que la tentacule va monter d'un son initiative pour monter à 3. Une fois que toutes les cartes sont révélées, on est maintenant prêt à la troisième étape qui est de choisir une ligne. Donc ce serait au tour de Sagashi. Le choix d'une ligne est très simple. On doit choisir une ligne ou une colonne en fonction de la carte qu'on va avoir placée. Donc ici, je vais prendre ma carte initiative que j'avais choisie et je peux la placer sur mon plateau. Prenons comme exemple que je la déposerai ici dans le coin inférieur gauche. Lorsqu'on dépose la carte, on doit activer la ligne ou la colonne où la carte a été déposée dans l'ordre qu'on veut. Et c'est là que je viens à vous expliquer l'ensemble des symboles qui se trouvent dans Tidal Blade. Notez toutefois que vous devez résoudre la carte au complet, donc Let's Go Drew ici, je devrais résoudre tous les symboles ainsi que le texte avant de passer à l'autre icône et à l'autre icône d'ensuite. Si j'avais placé la carte juste ici, j'aurais très bien pu résoudre la ligne du centre au complet avec la carte qui était déjà à cet endroit. À titre d'exemple, c'est ce que je vais faire. Donc c'est la quatrième action, activer la grille du Nexus. Je vais commencer par sélectionner cette case ici qui me dit que j'ai 2 mouvements. Donc Sagashi va se déplacer de 2. Ensuite, je vais utiliser la carte Let's Go Drew pour encore me déplacer de 2 juste ici et me mettre juste à côté de la tentacule. Et le symbole ici est le symbole Quantum. Donc, je vais prendre un de mes coquillages et je ne vais pas l'envoyer dans mes boucliers, mais bien directement dans mon Quantum. À tout moment, comme action gratuite, je peux payer des coquillages ici pour faire une de mes actions sur mon plateau de jeu. Comme ici, je peux voir que pour un coquillage, n'importe quel héros peut relancer un dé. Pour 2 coquillages, on peut relancer des dés lors d'un jet. Et pour 3 coquillages, on peut gagner un symbole de Spirit et de Focus. Si on continue d'appliquer la carte Let's Go Drew, on voyait que je pouvais déployer Drew ou le déplacer de 1. Donc, étant donné que Drew n'était pas placé, je vais pouvoir
placer Drew juste ici à côté du monstre. Ici, j'ai le choix parce qu'il y a un slash entre les deux. Je pourrais faire un déplacement de 2 ou attaquer. Il y a 2 symboles d'attaque. Bref, le symbole d'attaque normalement ne sera pas vert et il n'y aura pas de chaînage. Ce sera simplement une attaque unique. Toutefois, Sagashi, dans l'ensemble de ses cartes, va être capable de chaîner ses attaques comme que vous pouvez voir ici. Donc, ça va juste faire une grosse attaque. Il va prendre toute la valeur, donc ici 2 plus 3, faire une attaque complète de 5. Dans ce cas-ci, j'ai une attaque de 3 de force. Alors, on va prendre 3 dés de combat et les lancer. Je vais vous montrer à l'écran la distribution des dés, mais il y existe 3 types de symboles. Premièrement, les symboles rouges sont des symboles de dégâts. Pour chacun des symboles rouges, vous allez faire un dégât à l'adversaire en question. Ensuite, vous pouvez retrouver des symboles de focus sur les dés. Il y en a même une face qui a 2 symboles. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez payer 1 point de focus pour utiliser tous les symboles focus sur un seul dé. Et finalement, le symbole bleu est un symbole Tide. Si vous avez un avantage sur un personnage, c'est-à-dire qu'un de vos alliés lui touche aussi, donc il le dérange, les symboles Tide vont compter comme des avantages. Mais attention, sur le dé des monstres, on a aussi un symbole Tide qui pourrait leur donner des pouvoirs spécifiques pour eux. Et si vous êtes en désavantage, les symboles Tide vont retirer des dégâts. Donc si j'avais 3 de dégâts et un symbole Tide, ben je passerais seulement à 2 dégâts parce qu'il annulerait un des points de dégâts. Donc, Sagashi a résolu toute la ligne au complet sur sa grille. C'est au tour du personnage suivant. Donc ici, ça serait le mouvement du monstre. Alors, les monstres, c'est un peu différent. Je vais encore vous montrer des symboles. Mais bref, on va toujours commencer par le monstre du numéro 1, 2, 3. Donc ici, ça serait lui en premier, suivi de lui et ensuite lui. On voit sur la carte que le monstre fait 2 de dégâts et attaque à une distance de 3. Évidemment, comme dans les types de jeux de Dungeon Crawler, il va toujours avoir un choix. Le monstre va toujours attaquer le personnage le plus proche et s'il y a plusieurs cibles à équidistance, il va prendre le personnage qui a le plus de points de santé. On va donc prendre un dé, mais ici à face 8. Tantôt, on avait un dé à face 6. On va lancer le dé et si vous remarquez sur le dé, il y a même une face qui annule 2 dégâts avec 2 symboles verts. Ça, c'est très bon. Donc, le monstre frappe de 2. On lance le dé. Si on tomberait sur ce symbole-là, ça serait moins 2. Mais attention, il y a aussi un symbole qui a 2 dégâts. Donc, le monstre pourrait nous faire 4 de dégâts. Encore là, si le monstre est en avantage parce qu'un autre monstre nous touche, les symboles Tide pourraient rajouter des dégâts ou vice-versa. Et finalement, une fois qu'on a obtenu le nombre total de dégâts, si on a des coquillages qui sont dans notre stockage de shield, donc ici je vais prendre pour exemple que j'avais obtenu 2 coquillages, je vais les placer juste ici. J'y reviens dans une seconde, mais bref, le symbole d'activation coquillage est juste ici sur ma grille. Si le monstre m'aurait fait 2 sur le dé et 2 sur la carte, donc 4 de dégâts, je peux prendre un des coquillages pour déduire l'ensemble des coquillages que j'ai. Donc, j'enlèverai 2 dégâts parce que j'ai 2 boucliers déjà préparés. Donc, je passerai de 4 à 2 et je retire un coquillage. La prochaine fois que je vais me faire attaquer, exemple de 1 dégât, je pourrais faire la même chose, donc retirer 1 dégât maintenant parce qu'il me reste un coquillage et je retirerai le coquillage dans mon endroit déchargé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du tour, les coquillages qui restent, car on ne s'est pas fait attaquer, vont être transférés dans notre réservoir de Quantum. Comme je l'avais expliqué, on peut utiliser des points de Spirit soit pour activer une cascade qui serait sur une de nos cartes, ou soit pour avoir un mouvement. Il n'est pas nécessaire d'avoir des mouvements sur nos cartes, c'est tout simplement un mouvement gratuit qu'on peut prendre et on peut prendre autant de jetons Spirit qu'on veut lors de notre tour. Et pour ce qui est des focus, comme que j'ai expliqué, on peut payer un focus pour prendre tous les symboles focus sur un dé et les faire devenir des dégâts, ou on peut faire un scan, c'est-à-dire de piger 2 cartes qu'on va prendre dans notre main et en défausser immédiatement 2 cartes. Donc, ça nous permet d'obtenir une carte qu'on aimerait bien avoir. On arrive donc à l'étape 5, qui est la fin du tour littéralement. On va regarder si la ligne qu'on a activée était complète, donc s'il y avait 3 cartes. Ici, évidemment, j'en avais 2. Toutefois, si ce serait ma 3e carte, je vais prendre celle-là comme exemple, si j'avais complété une ligne et activé toutes les cartes sur la ligne, je prendrais les 3 cartes que je vais défausser dans ma discarte et je pourrais même retirer des cartes que j'ai dans ma main pour les mettre dans ma discarte. Sauf si c'est des cartes blessures. J'y reviens dans peu de temps, mais il est possible d'obtenir des blessures, évidemment, quand on tombe à 0 point de santé sur la piste verte et bleue.
on va obtenir une carte blessure qui pourrait être sur le plateau. Ces cartes-là ne peuvent pas s'enlever. Et finalement, on va remonter à 4 cartes en prenant des cartes et en les remettant dans notre main. À la fin du tour, on va passer au deuxième tour et on va recommencer avec les 4 cartes. On va en sélectionner une, la déposer sur l'initiative et ainsi de suite. Maintenant, je vais prendre le temps de vous montrer quelques symboles sur notre plateau. On a premièrement 2 jetons d'esprit, de spirit qu'on peut obtenir. On a aussi 2 jetons de focus. On a 3 emplacements sur notre grille qui nous permettent d'obtenir 2 shields, donc 2 boucliers. On a aussi le symbole de déplacement et on a le symbole de dé. Le symbole de dé, lorsqu'il est activé en combo avec une autre carte, va augmenter sa valeur d'un dé. J'ai aussi expliqué dernièrement le symbole Quantum. Je vous montre ici une carte cascade, donc stun. Ici, en payant un jeton... en payant un jeton focus, ça me permet de téléporter Sagashi pour le mettre autour de Drew. Donc c'est une cascade, on peut payer une cascade pour résoudre une carte qui va nous donner un pouvoir. Et finalement, on a des cartes comme ça, je prends le temps de vous montrer. Toutes les cartes ont le symbole de notre personnage, mais plus tard, on va pouvoir aller au marché et dépenser des fruits pour acheter des cartes comme celle-ci qui est la carte Premier Soin qui vous permet de soigner vous ou un personnage de 2 points de vie à une distance jusqu'à 3. Si à un certain moment, on va prendre nos points de vie et faire dépasser le seuil du 0 sur la piste verte, on va tout simplement descendre au deuxième niveau ici en continuant. Toutefois, on voit qu'il y a un petit X qui nous dit qu'on a notre première blessure. Donc, on va prendre le paquet de cartes blessures qui sont différentes, qui sont rouges, et on va la prendre et on va immédiatement la placer sur notre plateau à un endroit. On ne pourra plus lui toucher pour le reste du scénario. Comme ici, c'est une cheville qui a été tordue. Donc, quand je vais la résoudre, que ce soit dans la ligne ou dans la colonne, je vais perdre un point de vie et je vais avoir un déplacement. Donc, il existe plein de types de blessures et à la fin du scénario, les blessures vont retourner dans le paquet. Toutefois, sur notre personnage, on va toujours marquer si on a 1 ou 2 blessures à chacun des scénarios. Lorsqu'on va être rendu à 4 blessures, on va obtenir une Battle Scar, donc une cicatrice de combat, qui va être une carte permanente qu'on va avoir dans notre paquet. Ça va être possible de la guérir évidemment à l'infirmerie, mais ça va quand même vous coûter un coup. Donc ça fait le tour des règles tout simplement de Tidal Blade 2. Si vous prenez la version Deluxe, vous pouvez voir aussi qu'il y a des bases pour mettre les figurines de résine. Il y a les bases pour les monstres de base et il y a les bases pour les monstres mutants qui sont différents. Même chose avec les cartons, on peut mettre une base qu'on va rajouter qui va nous marquer un M pour nous dire qu'un monstre est mutant, donc il est plus fort. Et on peut aussi avoir des petits jetons comme ça. Ces jetons bleus sont appelés des spawn tokens, donc ce sont des lieux qui pourraient faire apparaître à chaque tour des monstres à travers un portail ou quelque chose du genre. On peut avoir aussi des lieux avec des livres avec des A. Donc, on les place sur le scénario. Donc, le livre de scénario nous mentionnerait que si un personnage se rend sur la case avec le livre A, on doit lire un paragraphe dans le livre qui va nous faire avancer dans le scénario. Et finalement, chaque joueur peut avoir un jeton d'activation. Le jeton d'activation, il va le mettre sur son personnage et il peut activer une seule fois par tour. Les choses qu'on peut faire avec le jeton interaction sont d'obtenir un fruit dans un secteur adjacent à nous. Comme j'ai mentionné, lorsqu'on traverse une case avec un fruit, on l'obtient, mais si on n'est pas capable de se rendre et on n'est pas assez loin, on peut prendre le jeton pour prendre le fruit sur la case adjacente. On peut aussi payer le jeton pour donner une ressource à un de nos alliés. On peut aussi activer le jeton pour activer un caractère spécial, donc un personnage spécial ou un objet du scénario. Et finalement, on peut l'utiliser pour ramener à la vie un personnage en utilisant un fruit. Donc maintenant, je vais prendre un petit moment pour vous montrer la version Deluxe avec les figurines. Comme vous pouvez voir, le rangement est super bien fait. On voit qu'ils ont installé une feuille dans la boîte qui marque le nombre d'unités. Donc on voit que dans ma boîte, j'ai 4 tentacules ou 6 salamandres. C'est super bien pour aller chercher les monstres à l'intérieur. Ils sont bien clippés. Et lorsqu'on va prendre le monstre, on va installer une base en dessous qui va nous dire quelle couleur, à travers les 6 marqueurs possibles sur le compteur de monstres, chaque monstre va d'être. De l'autre côté, on va avoir les héros, les 6 héros du jeu, les personnages non joueurs qui sont principalement les anciens Tidal Blade, si vous suivez un peu l'histoire de Tidal Blade, et tous les monstres, les boss, pardon,
À ce sujet-là, sans trop vous spoiler, je vais vous mentionner que lorsqu'on va jouer une carte d'un boss, son texte va être écrit de deux côtés. Donc, du premier côté, ça va être comme un monstre, on va la tourner et on va la résoudre en temps et lieu selon l'initiative. Toutefois, lorsqu'on va tourner la carte, au dos de la carte en dessous, on va voir un mot-clé qui va dire lorsqu'elle est révélée. Aussitôt qu'on va activer le monstre et tourner sa carte, on va lire le texte sur la carte révélée qui pourrait dire le monstre se déplace de 3 vers la cible la plus proche. Et ensuite, les autres personnages vont pouvoir jouer jusqu'à temps que le monstre puisse s'activer. Donc c'est comme s'il jouerait 2 fois dans un tour, le rendant plus puissant que les petits monstres conventionnels. Donc, c'était les règles de Tidal Blade 2. Maintenant, je vais vous montrer la phase entre les scénarios, qui est la phase de village. Donc, lorsque vous allez terminer votre scénario, vous allez pouvoir reprendre le livre de règles et le remettre à la carte B1. Puis ici, on a A1 qui nous montre la magnifique carte de Naviri. Donc, comment ça va jouer? C'est très simple. On a ici Echo et Sagashi qui vont devoir allier dans un des 5 lieux. Les 2 joueurs vont choisir un lieu. Ils vont le résoudre. S'ils sont plus qu'un joueur dans le même lieu, il va y avoir un avantage. Et on va faire ça à 3 reprises. Toutefois, la première chose qu'on va faire, et c'est là que le plaisir du jeu commence, c'est qu'on va obtenir une carte de rencontre. Donc on va prendre le paquet rencontre, on va en sélectionner une, on va la lire. Il y a très peu de texte et c'est vraiment une belle petite histoire bien concise. On va choisir si on fait l'option A ou B. Il est possible des fois de devoir payer des coûts ou d'avoir des pénalités. Ça pourrait nous donner de la renommée, des fruits, des pouvoirs, même des items. Donc bref, on va faire une rencontre. Ensuite, les personnages vont aller dans les lieux et je vais expliquer les 5 lieux. On va ensuite recommencer ça, faire une autre rencontre, visiter des lieux, faire une autre rencontre, visiter des lieux et on va pouvoir passer au scénario suivant. Donc le premier lieu est le marché du désert. Vous allez piger 3 jetons équipement. Les jetons équipement, lorsque vous allez placer une carte dans votre grille, vous allez pouvoir rajouter un seul jeton équipement sur la carte et lorsque vous allez activer la carte, elle va faire le jeton en bonus à chaque fois. Vous pouvez y acheter jusqu'à 2 items qui vont vous coûter chacun un fruit. Le temple de la vague brisée vous permet d'obtenir 1 point d'expérience et chaque héros qui s'y trouve vont pouvoir lancer un dé. Si on obtient un symbole de Tide sur le dé, on va gagner un symbole d'expérience de plus. Et finalement, une seule fois, on peut payer 2 fruits pour obtenir 2 d'expérience de plus. Donc, c'est un très bel endroit pour obtenir de l'expérience qui va vous permettre évidemment d'aller au prochain lieu qui est le laboratoire de recherche de la citadelle. À cet endroit, vous allez piger 4 cartes plus une par personne qui s'y trouve en fonction du rang de renommée de votre équipe. Donc, au début, ça sera des cartes bronze, ensuite argent et finalement gold. Chacune des cartes dans le coin supérieur en haut va avoir un nombre d'expériences nécessaires à dépenser pour obtenir la carte. Le 4e lieu est le bain de méditation. À cet endroit, on peut aussi dépenser des points d'expérience pour augmenter les traits de notre personnage. Donc on voit sur la carte de notre personnage qu'on peut monter au niveau 3 pour 6 d'expérience et au niveau 4 pour 9 d'expérience. Il était possible d'aller plus loin tant et aussi longtemps que notre groupe n'a pas atteint un niveau de renommée pour avoir des cartes d'argent qui va coûter 12 d'expérience pour monter notre trait à ce niveau et ensuite le niveau d'or à 15 d'expérience. Et finalement, le dernier lieu est les jardins flottants. Dans les jardins flottants, vous allez obtenir un fruit. Ensuite, vous allez pouvoir lancer un dé. Et si vous obtenez un symbole de focus, vous allez obtenir un 2e fruit, un fruit supplémentaire. Ensuite, vous allez pouvoir, au choix, soit défausser complètement une carte de votre paquet. Donc, on dit le mot-clé trim en anglais. Donc, épurer. On va prendre une carte qu'on va remettre dans la boîte, ce qui va faire diminuer votre paquet et pouvoir tourner plus rapidement vos bonnes cartes. Ou vous pouvez payer 3 d'expérience pour retirer une carte Battle Scar, donc une carte de combat. Lorsqu'on obtient 4 blessures, on obtient une carte de combat qui va polluer notre paquet. On peut payer 3 d'expérience pour la retirer. Donc c'était la phase village de Tidal Blade 2. Alors on alterne comme ça entre les scénarios et les villages pendant plusieurs scénarios à travers un univers unique. J'espère que vous avez apprécié ces règles. Et maintenant, on passe à notre avis avec moi et Geneviève. Danny, merci de nous avoir expliqué les règles. Ça fait plaisir. Qu'as-tu pensé du livret de règles, justement? Les règles, quand même, si on regarde les règles, il y a 32 pages, mais
je les ai trouvés vraiment bien faits. C'était concis. C'est sûr que c'est pas un jeu si facile que ça, mais si on compare à beaucoup d'autres Legacy comme Gloomhaven, que j'ai joué des centaines de parties, Role Player Adventure et tout, les règles sont très claires. J'aime beaucoup que des fois, il y a des petits encadrés qui disent très important, ne pas oublier ça. Et à la fin du livre, il y a des glossaires en fin de compte, des résumés, des mots-clés, des résumés des pouvoirs des monstres. J'ai trouvé, dans les scénarios, il y avait quand même beaucoup de texte, mais ça te permet de te mettre vraiment dans l'univers de Tidal Blade et des personnages. J'ai vraiment apprécié ça quand même. Oui, la seule chose, c'est que on a juste la version en anglaise. Je sais pas si le jeu va se faire éventuellement en français. Il y avait quand même un type de lexique, de vocabulaire assez développé pour quelqu'un qui parle en anglais. Nous, on est bilingue. Mais à quelques reprises, il a fallu vraiment que j'aille voir sur Internet pour comprendre un certain mot qui n'est pas dans mon vocabulaire normal. Donc, c'est une qualité d'anglais un peu élevée que j'aurais pu me dire, il aurait pu simplifier puis mettre des mots plus simples. Je suis d'accord. Moi, j'avais jamais joué à Tidal Blade 1 non plus. Donc, il y a des mots, des termes, des exemple, environnements, le fold, il a fallu que je te l'explique. Mais est-ce que tu aurais eu besoin de jouer à Tidal Blade 1 pour apprécier le 2? Je pense pas, absolument pas, parce que j'ai vraiment entré dans l'univers rapidement, je me suis attachée au personnage. Le jeu, je le trouve beau, je le trouve super bien dessiné, les couleurs sont incroyables, la qualité du matériel, je trouve que c'est vraiment numéro 1. Ben, c'est ça, on est vraiment avec Mr. Coddington, que ce soit juste les petits fruits qui font squeak squeak quand on est plein, un peu comme des marshmallows qui sont mous, les coquillages, les shells, les monstres, puis là, on a la version de luxe, on va la montrer à l'écran avec des monstres wash en fin de compte, que les ombres à travers les plis, on les voit mieux. La version de base, c'est des cartons qu'on dépunch et qu'on met sur des standees pour les tenir debout. Mais je pense que, tu sais, c'est une question d'investissement rendu là. Le jeu est vraiment bon, puis de jouer avec la version des standees, puis même que sur les versions figurines, ben ils sont pas peinturés. Fait que des fois, on voit une figurine d'une couleur générique, mais on ne sait pas que c'est un lézard qui est d'une couleur, mettons, vert, ou que c'est un lézard rouge. Tandis que là, avec les cartons, on le voit qu'il est rouge, ce lézard-là, il est pas vert. Côté matériel, moi aussi, là, c'est dans l'élite des jeux de société. Et Geneviève, moi... Les gens me connaissent, j'ai joué à vraiment beaucoup de jeux. Je suis dans le domaine du jeu de société depuis 15 ans, 20 ans. Et j'aime tout. Tu sais, je suis vraiment un caméléon. Emmène-moi n'importe quoi. Puis souvent, la thématique ne me dérange pas du tout parce que je suis capable d'apprécier la mécanique derrière la thématique. Puis il y a souvent des jeux de société qui vont prendre des thématiques loufoques ou innovantes. Dans Tidal Blade, moi, aussitôt que j'ai vu Tidal Blade, j'ai pensé au jeu vidéo Final Fantasy X. Qui est une licence populaire de jeux vidéo souvent axée sur le médiéval, mais dans Final 10, c'était vraiment une plage avec des joueurs qui jouaient à des jeux de ballon, un peu ballon chasseur. Qu'est-ce que tu as pensé de la thématique ici? Moi, j'ai bien aimé parce que moi, tout ce qui a rapport avec l'eau, avec les îles, les monstres marins qu'on a retrouvés, les personnages en tant que tels, ça a vraiment venu me chercher. J'aime un peu moins les jeux science-fiction où est-ce qu'on est dans l'espace, ces trucs-là. Ça, pour moi, c'était un gros 100%. OK. J'ai vraiment pas grand-chose de négatif à dire sur ça. Ben, c'est tant mieux. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que les gens nous écoutent. Ouais. Donc, côté thématique, 2 pouces up, c'est un univers magnifique à découvrir. Puis, si vous avez remarqué, j'ai pris ici un livre. Mr. Coddington ont passé, si ma mémoire est bonne, je vais dire 3, 4, 5 ans, entre 3 et 5 ans à dessiner l'univers de Tidal Blade. Et le livre que j'ai ici, c'est vraiment... les joueurs de rôle, donc ceux qui jouent à Donjons Dragons, Cyberpunk et etc. Donc ils ont fait un livre pour jouer avec un système Cypher, donc c'est ultimement juste avec des D6. Des fois dans les Donjons Dragons, vous pouvez avoir des D20, des D50, des D100 avec nos personnages. Je sais qu'il y a 11 races de personnages qui ont créé dans le jeu. On peut faire des courses de Sea-Doo. On peut, avec le jeu Tidal Blade, jouer aussi une campagne de jeu de rôle avec nos amis si on aime tant l'univers de Tidal Blade. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi du jeu, c'est que on pouvait faire évoluer notre personnage. C'est vrai. En ayant la possibilité, moi j'avais Echo. Donc lui, il est super bon pour aller chercher des coquillages, pour augmenter son quantum, puis avec ça, je pouvais m'aider moi, mais je pouvais aussi aider les autres héros, comme en jouant avec Danny. Ouais. Souvent, j'augmentais ses points de vie ou je l'aidais, on pouvait vraiment jouer ensemble.
Puis on pouvait faire les side quests aussi, ce que j'ai aimé. Donc, il y a un autre petit challenge de plus en même temps dans chaque... Puis moi, mon personnage était moins support, on va dire, là, axé sur le support, très. Puis toutes ses attaques étaient chaînées. J'avais pris Sagashi. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a beaucoup de personnages dans le jeu. On les voit aussi sur le carton. Donc, il y en a 6. Crobat, Axel, Sagashi. Puis, je vais vous le montrer à l'image. Mais chacun des personnages a un niveau de difficulté en soi. Moi, ayant joué à beaucoup de jeux, aussitôt que je l'ai pris, j'ai fait, tiens, je vais jouer Sagashi. Et ultimement, on était 3. Parce que Sagashi a une petite larve qui s'appelle Drew. Et j'ai vraiment fait toute ma stratégie sur rendre Drew meilleur. Donc Drew avait 2 d'armure plus souvent qu'autrement quand il se faisait frapper. Si Drew décédait, je devais prendre les dégâts. Donc des fois, on utilisait vraiment Drew, mais il n'est pas capable de ramasser les choses à terre. Fait que s'il y avait des choses à ramasser, Sagashi y allait, Drew allait combattre. Pour Echo, c'est une difficulté 3, là, ouais. J'ai aimé ça aussi parce que dépendamment du personnage que tu avais, la stratégie différait. Je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, tandis que, tu sais, c'est ça, Cayman, qui est très gros, ou Crobat, qui est une tortue ancêtre, est très défensive et axée sur la puissance. Moi, mon personnage était assez agile, là. Je pouvais me déplacer des fois là, de 6, 7, 8 cases de distance. Puis ça, c'est quand c'est Echo qui n'est pas à côté pour m'en rajouter 2 cases de plus de mouvement. Donc, et on avait un choix. Tu parlais de la création des personnages. Ultimement, on gagne des points d'expérience, on gagne des fruits et on gagne de la renommée. Puis ça, c'est pas négligeable, la renommée, parce qu'on le voit sur les cartes de personnages. À un certain moment, quand on a atteint un niveau de renommée, on va pouvoir passer des cartes bronze aux cartes argent et ensuite aux cartes or, qui rendent nos actions vraiment plus fortes. Au début de la partie, on peut avoir une carte qui a 3 de mouvement. Puis là, on va prendre une carte bronze qui va dire 3 de mouvement puis 2 d'attaque. Puis là, la carte argent, ça va être 4 mouvements puis 5 d'attaque. Là, tu fais, OK. Moi, j'avais hâte de voir les nouvelles cartes. Oui. Je vraiment motivant aussi. Oui, c'est ça. Puis, c'est un marché aléatoire. On le brasse, puis ce qui est vraiment le fun, c'est la phase de la ville, si on peut dire ça comme ça. On retournait magasiner. On fait une rencontre qui est souvent un choix à 2 niveaux. Voulez-vous faire A ou faire B? Les 2 vont nous donner quelque chose de bon. On se souviendra que dans notre partie, une des premières choses qu'on s'est faites, on s'est acheté une maison. Oui. On a construit une maison qu'à chaque début de scénario, ça nous donnait 2 de focus de plus pour commencer la partie qui était très bon. Mais on avait dû payer. On avait dû payer, je crois, 2 fruits chacun, donc 4 fruits. Oui. C'est des décisions, mais en bout de ligne, investir dans ce jeu vaut la peine. Oui, tout à fait. C'est ça que j'ai dit quand on est arrivé là. Est-ce que vous voulez payer tous les 2 des fruits? J'ai dit, ce jeu-là, si tu dépenses, tu vas avoir en retour. Puis plus souvent qu'autrement, mes instincts étaient bons, étaient positifs. Donc, dans la mécanique du jeu aussi, quelque chose que j'ai apprécié, on avait le tableau où on peut mettre 9 cartes, fait que c'est un 3 par 3. Dépendamment aussi sur la grille, comme tu as démontré dans les instructions, où on place nos cartes peut vraiment influencer notre stratégie et notre jeu. Ouais, mais quand on regarde la grille, mettons juste la protection des coquillages, on les voit dans chacun des côtés. Et ça peut être crucial, dépendant du changement d'initiative au début du tour, d'avoir une protection, parce que des fois, oups, ils ont tout accéléré, puis nous, on a choisi de décélérer, puis on se mange 2-3 baffes dans la tronche, comme on vous dit. Puis toi, t'as aimé ça, le placement à travers la grille? Oui, j'ai trouvé que c'était plus simple comme ça de devoir placer une carte au début qui va influencer notre initiative, donc l'ordre du mouvement des joueurs. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il faut vraiment que tu y penses. Si le monstre joue avant toi, ça peut influencer. Si toi tu attaques en premier, ça va vraiment influencer ton jeu. C'est possible des fois d'utiliser une carte simplement pour améliorer notre initiative dans le but, dans 2 tours ou 3 tours, d'être certain d'être le premier à jouer. Oui. Au départ de quoi que ce soit sur la carte, parce qu'on va résoudre 3 actions. Ça peut être une action sur le plateau, ça peut être une action sur les cartes. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Les cartes sont pas compliquées. Quand il y a des stuns, donc comment on dit ça en français, des cascades? Des cascades. Quand il y a des stuns, des cascades, on peut le faire une seule fois. On paye un jeton spirit pour faire le texte. C'est quand même simple à résoudre. C'est 3 cartes qu'on doit résoudre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le tempo du jeu, je l'ai trouvé très bon. Oui. On a seulement
4 cartes dans nos mains et on va en choisir une des 4 qu'on va mettre sur notre grille. Les 3 autres vont rester pour plus tard. Et quand on fait un reset parce qu'on a fait une ligne ou une colonne de 3 cartes, c'est là qu'on pourrait retirer certaines cartes. Exemple, on a besoin de se déplacer pour se rendre le plus vite possible à un endroit, mais on a juste des cartes axées sur l'attaque, sur le combat. Ben, on va s'arranger pour faire une ligne le plus vite possible pour discarter dans le but de repiger 4 nouvelles cartes. Et tu parlais aussi dans le tempo. Je trouve que c'est toujours quand même interactif parce que moi je vais jouer, tu vas jouer, les monstres vont jouer. Il y a toujours possibilité de rattraper des items aussi qu'on a mis sur le jeu. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours de l'action. J'ai aimé ça. Plus le scénario avance. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios qui étaient cachés. Oui. Donc, puis c'est le fun parce qu'il y a 3 maps. Il y a la map Book A, B et la petite C qui est ici, qui ont pris le temps de mettre un carton qu'on peut mettre en dessous pour qu'elle soit à la même hauteur que les autres. Et lorsqu'on va passer de la carte A à la carte B, ils vont nous demander de tourner la carte B, de passer à la page 19 jusqu'à la page 20, qui va nous montrer des nouvelles images de la carte parce qu'il est arrivé quelque chose dans le scénario. Oui. J'ai vraiment aimé la découverte de l'univers de Tidal Blade. Les combats sont le fun. Ce qui m'amène à te parler de quelque chose qu'on n'a pas parlé. Les combats contre les boss, les gros méchants boss. Oui, les boss ont des cartes reveal, donc immédiatement ont une action aussitôt qu'on la retourne. Fait que ça aussi, on sait jamais à quoi s'attendre. Ouais, on va pas donner de spoiler, mais puis il y a pas beaucoup de cartes dans le paquet du patron. Il y en avait qui interagissaient avec leur univers autour de eux ou qui interagissaient avec nous. Fait que bref, quand on tournait la carte, même si le boss est le dernier à jouer, aussitôt qu'on commence le tour puis qu'on tourne la carte, le boss peut nous déranger, on va dire ça comme ça, et changer notre stratégie qui était... On voulait faire quelque chose. Surprise! Non, ça va pas se passer comme ça. Mais j'ai adoré ça. Ouais. Le boss qui jouait comme 2 fois dans un tour, si on peut dire, avant de faire son action principale. Finalement, qu'est-ce que tu as pensé de la rejouabilité de Tidal Blade? Est-ce que tu rejouerais une autre... Je sais que c'est un très 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 long jeu, c'est bizarre à dire, mais côté de la rejouabilité. Oui, mais je pense que aussi, là, on a joué à 2 dans notre cas, de jouer à 3 ou 4 va influencer grandement la partie. Oui. Donc là aussi, il peut être un univers complètement différent, on n'aura pas les mêmes stratégies, on n'aura peut-être pas les mêmes buts, même dans les mêmes scénarios. Il va y avoir plus de monstres à combattre et plus de collaboration entre les joueurs. Ouais. Puis je pense que les difficultés des boss aussi, oui, il y a plus de monstres qui vont apparaître. Là. Souvent, on voyait des 3 et plus, des 4 et plus, qu'à 2, ça ne s'appliquait pas. C'est là que les différentes forces des personnages vont être importantes aussi. Oui. Fait que je pense que ce serait aussi la collaboration. Très amusant de jouer à plusieurs. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, puis on est rendu presque à la fin du scénario, on l'a pas fini, excusez-nous, c'est quand même très long, puis on voulait sortir la vidéo le plus rapidement possible, mais de toute manière, on n'aurait pas spoilé. C'est que le jeu... Il y a une histoire directrice, mais on se promène avec des choix à faire au travers de ça. Fait que c'est sûr que si moi je décide de rejouer avec quelqu'un, je vais souvent pas vouloir reprendre la même décision parce que je sais que ça va m'emmener là. Donc, si je rejoue, je vais me mettre à prendre la direction que j'avais pas pris dans ma partie initiale. Absolument. Mais je rejouerai. La mécanique, j'ai adoré la mécanique des 4 cartes qu'on place sur la grille. J'ai trouvé ça le fun. Les dés, oui, c'est un jeu de dés. On n'a pas vraiment parlé, mais côté chance, moi, ça me dérange pas. J'aime lancer les dés. Mais je trouve que dans ce jeu-là, ça s'applique bien. Oui. Parce que je veux savoir, je vais faire combien de dommages au monstre. Je veux savoir, le monstre va me faire combien de dommages. Je trouve que d'apporter le dé à ce moment-là, c'est parfait. Ouais. Tu sais, il y a des D6 pour nous. Et puis on les voit, les statistiques. Puis moi, j'adore ça. Je le voyais. Puis souvent, j'étais capable de le dire. Tu sais, t'as 50% de chance de le tuer en lançant le dé. Puis, t'as un pouvoir avec Echo qui a un quantum. Si tu l'as pas, tu peux le relancer puis avoir un autre 50%. Fait qu'on était capable rapidement, c'était pas très compliqué, on était capable de calculer. Ou le D8 aussi. Exemple, il y a des monstres que s'il y a un tide, un symbole bleu sur le dé, il va faire quelque chose. Mais on est capable de regarder rapidement le D8 puis faire comme il y a une chance sur 3 d'avoir, ben pas sur 3, c'est un D8, donc une chance sur 2, on va dire, d'avoir un tide et qu'il fasse son pouvoir. Mais encore là, on peut les mitiger. On peut utiliser des focus pour augmenter les dégâts en activant les symboles focus qui sont complémentaires aux symboles de dégâts. Oui, c'est ça, on a quand même plusieurs décisions à prendre qui peuvent influencer. Ouais, c'est pas juste un lancer de dés, j'ai un, il m'arrive de quoi de triste, on est capable de manipuler ça. Donc, moi personnellement, j'ai vraiment adoré Tidal Blade. Ça va être dur de le mettre
comparé aux autres, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de le comparer puis de dire qu'il est meilleur ou moins bon que tous les autres Legacy. J'ai envie de dire, de toute manière, j'ai un énorme respect pour ces types de jeux-là, que tu payes 100 quelques dollars ou des euros, peu importe, et il y a tellement... C'est un excellent film à écouter. Moi, je vois ça comme ça. Il y en a qui écoutent une série sur Netflix avec plein d'événements, plein de scénarios. Ça, c'est 18 scénarios. Dans votre Kickstarter, c'est une vingtaine. Puis ça nous fait voyager, ça nous fait voyager dans un univers féerique de Tidal Blade. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Deux Pions et d'aimer la vidéo en cliquant sur le pouce bleu juste là. Oui! On vous invite aussi à commenter. Écrivez-nous dans les commentaires, c'est quoi votre jeu de campagne préféré? Il y en a beaucoup sur le marché, on veut savoir, écrivez-nous. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde! Tiri, 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 tiri.